1er janvier 2000. Le pont de l'Øresund, entre Copenhague, capitale danoise, et Malmö, troisième ville de Suède, est inauguré. Les monarques des deux pays, Marguerite II du Danemark et Charles Gustave XVI de Suède, président la cérémonie. C'est un jour historique, car c'est la première fois que Danemark et Suède sont reliés par la route. Symboliquement, ce rapprochement entre ces deux royaumes nous renvoie à un épisode peu connu en France, mais majeur pour les pays scandinaves, l'union de Kalmar, l'union personnelle entre les trois royaumes scandinaves de 1397 à 1523, afin de protéger leurs intérêts, mais qui finira par imploser. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les abonnements et les pouces bleus, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que l'union de Kalmar, l'union des calamars, l'union de Colmar? Drôle, hein? Non, ici sur cette chaîne, c'est du sérieux, alors c'est parti, l'union de Kalmar. Nous sommes en 1380 et la Scandinavie ressemble à ça. Et ça fait presque 200 ans que l'âge des Vikings est terminé. Oui, j'ai bossé mes cartes et je suis content. Donc pour vous situer, 1380, on est en pleine guerre de 100 ans en France et Karimul Makdum fonde la première mosquée des Philippines. Je pose ça là, c'est une information que je vous donne. Alors à cette époque, le Danemark est le pays le plus peuplé et le plus riche de Scandinavie et il possède aussi la partie méridionale, la plus riche de la péninsule scandinave, qui s'apparente aujourd'hui à la Scanie. Et donc contrôle tous les détroits menant à la mer Baltique. Et bien sûr, la couronne impose un droit de péage qui constitua pendant plusieurs siècles la première source de revenus du royaume. La Norvège, pour sa part, a toujours le contrôle sur ses anciennes colonies fondées par les Vikings au Groenland, en Islande, aux îles Féroé, ainsi que les îles Orcade et Shetland. La Suède, quant à elle, possède le duché de Finlande et n'a pas encore poussé vers le nord où vivent les tribus Sami, Lapons si vous préférez. Maintenant, on va revenir un poil en arrière. Au XIIIe siècle, la Ligue hanséatique, c'est-à-dire un groupe de commerçants originaires d'Allemagne actuelle, s'est rapidement imposé dans la mer du Nord et la mer Baltique. La région et ses routes commerciales étaient auparavant bien contrôlées par les Scandinaves, mais la Ligue les a rapidement dépassées et a fait planer la menace d'une expansion territoriale. Nombreux sont ceux qui, en Scandinavie, pensaient que la meilleure façon de contrer cette menace croissante de l'Allemagne était de s'unir en une seule force. Le pays combiné aurait été beaucoup plus robuste et capable de résister à l'empiètement du Sud. Alors oui, j'utilise le mot Allemagne pour des questions de facilité, même si je sais que c'est le Saint-Empire romain germanique. Bien sûr, comme pour toutes les questions politiques, personne ne pouvait s'accorder sur la forme que cela pourrait prendre. Le regroupement des pays en un seul aurait été la meilleure démonstration de force, mais il se heurta à l'opposition farouche des nobles suédois qui craignaient de perdre de leur propre influence. La principale impulsion vint du Danemark, qui avait déjà vu le duché de Schleswig rejoindre la Ligue hanséatique. Ainsi, alors que les luttes de pouvoir nordiques se poursuivaient, plusieurs factions travaillaient activement à une sorte d'unification. Alors, je vais dresser une liste rapide des rois de cette époque pour que vous compreniez plus facilement, car ils sont tous cousins et c'est un peu le foutoir aussi, comme de nos jours. La naissance de la princesse Marguerite en 1353, sixième et plus jeune enfant du roi Vladimir IV du Danemark, est le catalyseur qui mettra toutes les pièces en place pour leur succès final. Retenez bien son nom, elle est très importante. À l'âge de 6 ans, Marguerite est fiancée au roi Håkon VI de Norvège, âgé de 18 ans. À l'époque, c'était normal. Dont le père Magnus Eriksson est roi de Suède et de Norvège. À l'époque, l'idée est que Håkon règne sur la Norvège et que son frère aîné Eric hérite de la couronne de Suède. Vous suivez? Bon. Mais Magnus a une grande préférence pour Håkon et le fait roi de Norvège de son vivant. Eric, impatient, se rebelle et s'empare du sud de la Suède, s'érigeant en roi rival. Heureusement, diront certains, Eric meurt 3 ans plus tard et Håkon et Magnus dirigent alors ensemble la Suède en tant que co-dirigeants. Marguerite n'a que 10 ans et épousa Håkon en 1363. Il s'agit clairement d'un mariage de convenance et Marguerite ne vit pas comme épouse d'Håkon au sens traditionnel du terme à cette époque. Au lieu de cela, elle reste au Danemark pendant un certain temps, bien qu'à l'âge de 17 ans, elle accomplisse son devoir conjugal en donnant à son mari un héritier, Olaf. Non, pas celui-là, lui, voilà. Et à peu près à la même période, le frère unique de Marguerite, Christophe, duc de Lolland, meurt, laissant le Danemark sans héritier mâle. Pendant ce temps, en Suède, les nobles déposent Magnus et Håkon et élisent Albert de Mecklembourg comme roi de Suède. C'est bon, vous suivez toujours, n'hésitez pas à prendre un Doliprane, hein. À la mort de son père en 1375, Marguerite s'empresse de faire déclarer son fils Olaf, encore bébé, roi du Danemark, et de le faire régenter jusqu'à sa majorité à 15 ans.
Elle insiste également pour qu'il soit proclamé véritable héritier de la Suède, une revendication de son mari qui régnait sur le pays avant d'être déposé. Le roi Haakon meurt en 1380 et Olaf, âgé de 10 ans, succède au trône de Norvège et devient Olaf IV de Norvège, tout en étant aussi Olaf III de Danemark. Ça va toujours ? Olaf était le grand espoir d'unir les couronnes des trois pays et donc d'apporter une plus grande prospérité scandinave et une protection contre la Ligue hanséatique et d'autres forces dans la région. Mais Olaf casse sa pipe en 1387 à l'âge de 16 ans et sa mère Marguerite devient par la suite Marguerite Ier de Danemark et de Norvège. Les couronnes norvégiennes et danoises sont de nouveau réunies. En 1389, Albert de Mecklembourg, le roi de Suède, se fait dégager par les nobles de son pays, et ces derniers en appellent à Marguerite pour devenir reine de Suède. Marguerite fait élire son petit-neveu, Éric de Poméranie, roi de Norvège en 1389, puis roi du Danemark le 23 janvier 1396, et ensuite roi de Suède le 22 juillet de la même année. Dans la foulée, Marguerite fait signer le traité de Nyköping le 20 septembre 1396, stipulant que les trois pays nordiques, la Suède, le Danemark et la Norvège, et pas la Finlande, devaient avoir un roi commun. Et Éric est couronné le 17 juin 1397 par les trois royaumes. L'union de ces trois royaumes est enfin scellée en juillet 1397 dans la ville suédoise de Kalmar. Ah, maintenant ça a du sens. Deux documents sont signés, la lettre de couronnement et la lettre d'union. L'union de Kalmar est née, avec comme roi Éric de Poméranie, bien que Marguerite reste de facto chef de l'État jusqu'à sa mort en 1412. Les trois royaumes maintiennent, du moins en théorie aussi, leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils conservent leurs lois et leur administration, mais le centre de pouvoir de l'Union était situé au Danemark. Et ça va causer quelques problèmes par la suite, vous allez voir. Ah oui, et du coup, Éric devient Éric III de Norvège, Éric XIII de Suède et Éric VII de Danemark. À la mort de Marguerite en 1412, l'Union commence à vaciller. Les Suédois n'apprécient ni la concentration du pouvoir au Danemark, ni les guerres menées par les Danois dans les territoires du Schleswig, Holstein, Mecklembourg et Poméranie, qui affectent les exportations suédoises, notamment de fer. Le Riksråd, c'est-à-dire le Sénat suédois, exige plus d'autonomie et les Suédois élisent régulièrement un autre roi que celui de Danemark et de Norvège. On assiste de plus en plus à des révoltes armées dès 1430 dans le but d'expulser les troupes danoises hors de Suède. Dans le cadre de ces guerres, Éric de Poméranie avait également enrôlé des soldats et augmenté les impôts en Suède et en Norvège. Et cela a conduit à une rébellion paysanne menée par Engelbrekt Engelbrektsson en Suède en 1434, qui a rapidement obtenu le soutien de l'aristocratie suédoise. Éric de Poméranie est destitué par la noblesse suédoise le 12 septembre et également par la noblesse danoise en 1439. Son neveu, Christophe de Bavière, qui entre 1440 et 1442 réussit à devenir roi des trois royaumes, succède à Éric. Ce fut la fin du gouvernement fortement centralisé que Marguerite et Éric avaient maintenu pendant leur règne. Les conseils des royaumes dans les différents pays avaient été responsables de ce changement de roi et avaient ainsi augmenté leur propre pouvoir par la suite. Christophe de Bavière meurt en 1448 sans laisser d'enfant. Les Suédois élisent alors le magnat Karl Knutsson comme roi, tandis que le Danemark choisit un parent éloigné des rois danois, Christian d'Olenbourg. Une course à la couronne de Norvège s'engage alors, que Christian Ier remporte en 1450. Félicitations. En 1457, Karl Knutsson devient très impopulaire en Suède et est poussé à l'exil. Christian Ier est élu alors roi de Suède et rétablit l'Union. Cependant, son règne ne durera que jusqu'en 1464, date à laquelle il est déposé et Karl Knutsson revient. Après la mort de Knutsson en 1470, Christian Ier fait une nouvelle tentative ambitieuse de revendiquer la couronne suédoise, mais subit une défaite très importante à la bataille de Brückenberg en 1471, par les troupes du régent suédois Sten Sture l'Ancien. Christian avait fait en sorte que son propre fils, Hans, ou Jean en français, soit son successeur dans les trois royaumes. Après la mort de Christian en 1481, de longues négociations s'engagent sur les conditions de la royauté de Hans sur les trois royaumes. Cependant, une fois tous les détails convenus, les Suédois se désistent à la dernière minute, ce qui fait que Hans doit se contenter de devenir roi du Danemark et de la Norvège en 1483. En 1497, l'aristocratie suédoise est à nouveau en désaccord, ce dont Hans profite pour devenir roi de Suède, au détriment du régent Sten Sture, réinstaurant l'union. Il ne restera cependant que 4 ans, avant d'être déposé en 1501, à la suite d'une campagne militaire catastrophique en Allemagne, et Sten Sture, encore lui, redevient régent de Suède. En 1503, il décède et Svend Nilsson prend sa place. Hans obtient finalement la paix en sa faveur en 1509, il redevient officiellement roi de Suède, mais le pouvoir réel reste entre les mains des Suédois. Svend Nilsson meurt en janvier 1512 et son fils Sten Sture le Jeune prend sa place. Un nouveau conflit s'ouvre alors à la mort de Hans en février 1513.
La dernière tentative de maintenir l'union de Kalmar est le fait du fils du roi Hans, Christian II, qui devient roi du Danemark et de Norvège en 1513. Son ambition était de renforcer le pouvoir royal et de reconquérir la Suède, ce qu'il réussit à faire en 1520, après de nouveaux désaccords internes en Suède. Peu après la cérémonie festive de couronnement de Christian II, le bain de Stockholm est perpétré, tuant 82 anciens ennemis du roi. Si ce dernier pensait que cela allait écraser toute résistance suédoise future contre lui, il allait être cruellement déçu. Au contraire, le bain de sang conduit à une rébellion. Cette dernière est dirigée par le magnat suédois Gustav Vasa, qui est soutenu notamment par la paysannerie, les marchands de Lübeck et l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles Quint, qui est pourtant le beau-frère de Christian II. En août 1521, moins d'un an après son sacre, Christian II est chassé de Suède par Gustav Vasa, tandis que celui-ci est élu régent de Suède le 23 août. En avril 1523, Christian II est contraint de fuir vers les Pays-Bas, tandis que son oncle Frédéric Ier lui succède. Après avoir libéré les dernières villes tenues par les Danois, Gustav Vasa est élu roi de Suède le 6 juin 1523. C'est la fin de l'union de Kalmar. Le traité de Malmö, signé en septembre 1524, entérine la dissolution de l'union, mais les royaumes de Danemark et de Norvège restent unis malgré le retrait de la Suède. Pour conclure, on peut affirmer que l'union de Kalmar est due à l'incapacité des trois anciennes familles royales nordiques à produire plus d'un candidat acceptable à la fois, en plus de la nature rebelle persistante des magnats suédois au cours du XIVe siècle. Au cours des années 1400, il est devenu évident que cette rébellion était un symptôme des factions qui se disputaient le pouvoir en Suède. Un certain nombre de magnats suédois, en raison de leur lien par le biais de mariage et d'héritage avec plusieurs pays, avaient un intérêt direct à maintenir l'union personnelle nordique, tandis que d'autres voyaient parfois un avantage à soutenir les rois danois afin d'améliorer leur propre position dans les luttes de pouvoir. Cependant, l'école de pensée dominante semble avoir été qu'une union personnelle sans roi offrait la meilleure opportunité de ne pas avoir à partager le pouvoir avec un roi. Et c'est pourquoi l'idée de base de l'union a persisté pendant si longtemps.